Bonjour à tous. Cet après-midi, les sénateurs examinent le 4e projet de loi de finances rectificative pour 2010. Dans ce projet de loi, le déficit est finalement légèrement inférieur à ce qui était initialement prévu, puisqu'il passe de 152 milliards d'euros à 148 milliards 500 000. Néanmoins, cette baisse est avant tout due à des recettes non fiscales exceptionnelles provenant par exemple de la Caisse des dépôts et consignations. Ainsi, pour le président de la Commission des Finances, Jean Arthuis, tout comme pour l'opposition, le gouvernement peine à maîtriser ses dépenses publiques, notamment ses dépenses sociales ou bien encore ses dépenses de personnel. Surtout, l'opposition s'inquiète actuellement de la crise financière qui traverse l'Europe et notamment de l'aide que la France va apporter à l'Irlande. Tout de suite donc, direction l'hémicycle. Très bonne séance. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2010. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur François Baroin, ministre du Budget, des Comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du gouvernement. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui le traditionnel projet de loi de finances rectificative de fin d'année. Il s'agit du 4e collectif pour l'année 2010, les précédents étant ceux du 9 mars de cette année relatifs aux investissements d'avenir, du 7 mai sur l'aide à la Grèce et du 7 juin sur la mise en place du Fonds de stabilisation de solidarité européenne. Ce projet de loi de finances rectificative procède à un certain nombre d'ajustements concernant l'équilibre du budget de l'État. Ces ajustements prennent acte du respect de nos objectifs en matière de dépenses et de nos prévisions de recettes sur lesquelles je ne reviens pas. Cette année, la norme de dépenses est respectée. Le solde budgétaire marque une légère amélioration depuis nos dernières prévisions. Nous avons respecté la norme de dépenses et les dépenses évolueront bien selon la norme de zéro volume fixée pour cette année 2010. Notre engagement de maîtrise des dépenses est confirmé. Nous respectons le plafond de dépenses fixé à 352 milliards et 300 millions d'euros. L'évolution favorable de la charge des intérêts de la dette permet de compenser les besoins accrus pour les politiques de l'emploi et de la solidarité. De même, les recettes 2010 sont en ligne avec les dernières prévisions que nous avons exposées dans le cadre du projet de loi de finances pour l'année prochaine, tant les recettes fiscales qui s'élèveront à 255 milliards d'euros que les recettes non fiscales. En conséquence, le déficit budgétaire est globalement conforme à nos prévisions et même en légère amélioration puisqu'il s'établit à 149 milliards et 700 millions d'euros en exécution contre 152 milliards prévus dans la dernière loi de finances rectificative. Ceci est essentiellement le fait de la réévaluation du coût pour l'État de la réforme de la taxe professionnelle pour cette année, sans incidence sur le coût de cette réforme en rythme de croisière. Ce projet de loi de finances rectificative permet aussi d'apurer les dettes de l'État vis-à-vis de la sécurité sociale, clarifiant de cette façon leurs relations financières. Un effort important a déjà été réalisé puisque cette dette s'élevait à 7 milliards à la fin de l'année 2006. La mobilisation des excédents du panier de recettes affectés à la Sécu en compensation des allègements généraux de charges à hauteur d'1,4 milliard permet d'apurer le montant résiduel de dette constaté à fin 2009 et à partir du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année prochaine, le passage à un régime où le panier est définitivement affecté à la sécurité sociale s'effectue donc sur des bases assainies. C'est un point important sur lequel le gouvernement a porté une attention soutenue. Nous avons entendu par ailleurs l'appel des départements en difficulté financière. Dans la lignée du rapport Jamais, nous souhaitons leur apporter une solution pragmatique pour la construction de leur budget 2010 et 2011. Le gouvernement a décidé la mise en place d'un mécanisme exceptionnel de soutien aux départements en difficulté, doté de 150 millions d'euros, financé par redéploiement à partir de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et du Fonds national des solidarités actives. Nous avons bien évidemment calibré ces redéploiements de façon à ne pas déséquilibrer les actions menées par ces deux organismes. Premièrement, nous créons un fonds de soutien aux départements en difficulté à hauteur de 75 millions d'euros, géré par la CNSA pour le compte de l'État. Précisément, face au poids croissant, et ce n'est pas à la Haute Assemblée que je vais dire les difficultés d'un certain nombre de départements,
Face au poids croissant, disais-je, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie, il s'agit d'apporter une aide exceptionnelle aux départements les plus exposés à la dépense de l'APA sur la base de critères objectifs. Les crédits du fonds de soutien seront répartis entre les départements les plus exposés en fonction de 3 critères, me semble-t-il, exhaustifs et acceptables par tous. D'une part, la part des personnes âgées de plus de 75 ans. Deuxièmement, le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant de chaque département, le revenu pris en considération et le dernier revenu imposable connu. Et enfin, le potentiel fiscal des départements. Je ne vois personne de sérieux susceptible de contester objectivement ces critères eux-mêmes objectifs. Nous compléterons cette aide par une enveloppe de soutien conventionnel d'un montant de 75 millions d'euros qui seront gagés par la mobilisation de crédits non versés au Fonds national des solidarités actives en raison d'une montée en charge du revenu de solidarité active, activité plus lente que celle initialement prévue. Il était, nous semble-t-il, nécessaire de répondre de façon immédiate et opérationnelle à la préoccupation actuelle de nombreux élus concernant certains départements en difficulté, mais cet effort exceptionnel devra être suivi d'une action plus structurelle. Face à l'effet de ciseaux bien connu entre les recettes et les dépenses des départements, il est indispensable de rationaliser d'une part l'action des départements, comme le suggère le rapport Jamais, et d'autre part de revoir notre action en faveur de la dépendance et son mode de financement. C'est l'objectif de la réforme voulue par le président de la République sur la dépendance, dont le débat au niveau national sera engagé dès le début de l'année prochaine. Nous avons souhaité également, par le volet fiscal de ce projet de loi de finances rectificative, poursuivre notre action réformatrice selon plusieurs orientations. D'abord, la modernisation de la fiscalité foncière des entreprises. D'autre part, l'encouragement de comportements favorables à l'environnement, la déclinaison du Grenelle. Et enfin, la simplification des procédures fiscales et douanières. Sur la modernisation de la fiscalité foncière des entreprises, nous proposons 2 dispositifs. Le premier porte sur la révision des valeurs locatives foncières des entreprises. Enfin, diront certains, ils auront raison. Nous avons préparé cette révision qui était très attendue, maintes fois repoussée, en concertation avec les associations d'élus et les entreprises. Elle permet, c'est l'objectif, de rétablir à terme l'équité dans l'impôt foncier des entreprises à produit constant. Nous voudrions conduire une expérimentation dès l'année prochaine sur 5 départements, l'Hérault, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, Paris et la Haute-Vienne, en vue d'une généralisation des travaux pour l'année 2012 et d'une traduction dans les bases d'imposition en 2014. Les valeurs locatives des entreprises seront désormais assises sur des valeurs calculées à partir de loyers réellement constatés qui seront révisés automatiquement chaque année. La réforme est limitée à ce stade aux locaux commerciaux et aux locaux professionnels des professions libérales. Le second dispositif pour la modernisation de la fiscalité foncière des entreprises porte sur la simplification des taxes d'urbanisme. À compter de 2012, 2 taxes, si naturellement vous adoptez cette mesure, seront substituées à 15 des 17 prélèvements existants. D'abord, une taxe d'aménagement à vocation budgétaire qui va reconstituer l'essentiel du produit des anciennes taxes avec une part communale, une part départementale dont les taux demeureront fixés par délibération des collectivités. D'autre part, un versement pour sous-densité qui vise, lui, à lutter contre l'étalement urbain. Et ce versement sera instauré sur délibération, là encore, des communes, mais de façon obligatoire dans celles dont les projets d'équipement sont importants. Là encore, annoncé dans le projet de loi Grenelle 2 et résultat d'une longue concertation, cette réforme a reçu le soutien des élus locaux et des professionnels. Le dernier point de cette modernisation fiscale porte sur des mesures de financement du Grand Paris. Je les mentionne pour mémoire car j'ai noté qu'elles avaient suscité l'enthousiasme de votre Assemblée puisque sans attendre l'examen de ce collectif, vous aviez souhaité les incorporer dans la loi de finances pour l'année prochaine. Le texte adopté en commission mixte paritaire lundi a permis de déboucher sur une solution concernant le financement du logement social et de l'ANRU, priorité pour bon nombre d'élus locaux, à juste titre, tout en maintenant dans le projet de loi de finances rectificative la création des recettes fiscales qui doivent financer naturellement les transports en Île-de-France qui ont bien besoin d'accompagnement budgétaire pour améliorer leur fluidité, leur efficacité et leur rendu en matière de services publics. La deuxième orientation du volet fiscal de ce projet de loi de finances rectificative porte sur l'encouragement des comportements favorables à l'environnement. En premier lieu, le barème du malus automobile va être durci à compter de 2012. Deuxièmement, la taxe générale sur les activités polluantes sur les émissions d'oxyde d'azote sera majorée
afin de respecter les prescriptions communautaires. Enfin, le cadre législatif permettant la mise en place de l'écotaxe sur les poids lourds sera adapté aux exigences opérationnelles révélées à l'occasion des appels d'offres. La troisième orientation de ce collectif budgétaire que j'ai l'honneur de vous présenter porte sur la simplification des procédures fiscales et douanières. S'agissant des modalités de déclaration de l'impôt, nous prévoyons la possibilité de centraliser les montants de TVA dus au niveau du groupe, la simplification du calcul du seuil de chiffre d'affaires pour les auto-entrepreneurs, la suppression de l'exigence de dépôt de la déclaration d'impôt sur le revenu d'une personne dans les 6 mois suivant son décès, et enfin l'extension de la dispense de cautionnement pour les opérations de dédouanement à l'entrée du territoire national. Il y a également des mesures techniques qui visent à la simplification et nous avons souhaité notamment sur ce point moderniser le régime fiscal et social des plans d'épargne logement. Il s'agit en fait de recentrer le PEL sur son objectif premier de financement de l'acquisition d'un logement. Le taux de rémunération des nouveaux PEL sera fixé annuellement en fonction des conditions de marché et les intérêts des nouveaux PEL seront soumis aux contributions sociales au fil de l'eau et non plus après 10 ans, des éléments de trésorerie mais bien précieux par les temps qui courent. Par ailleurs, le droit à prime sera subordonné au fait de contracter un véritable prêt et cette prime sera verdie. Nous avons souhaité ensuite harmoniser les procédures de recouvrement forcé pour traduire dans la législation la fusion entre l'ancienne Direction générale des impôts et l'ancienne Direction générale de la comptabilité publique au sein de la nouvelle Direction générale des finances publiques. Nous avons voulu enfin mettre en conformité avec la norme communautaire certaines dispositions en matière de TVA. Il s'agit notamment de la suppression du taux réduit pour les prestations d'aide juridictionnelle et de la fiscalité des produits du tabac, essentiellement la suppression du prix seuil et la réforme des mesures encadrant l'introduction des produits du tabac en France. Sur ce dernier point, le gouvernement précise qu'il n'est pas question d'accepter la libre circulation du tabac compte tenu des enjeux dans le domaine de la santé publique et notamment dans la lutte contre le tabagisme. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Madame le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs, les grands axes structurants de ce collectif budgétaire. Évidemment, dans la gestion du calendrier, il intervient quelques heures seulement après une commission mixte paritaire importante et pour laquelle je tiens devant la Haute Assemblée à remercier le degré d'implication personnelle bien connu ici et depuis tant et tant d'années du rapporteur général Philippe Marini. Je veux lui rendre hommage, un hommage sincère, individuel, mais aussi eu égard à la dignité de cette fonction éminente dans un contexte singulier concernant nos finances publiques qui exigeait à la fois un échange vertueux entre le gouvernement et le Parlement. Je crois qu'il a été, en ayant accepté 200 amendements sur les 900 déposés, et puis une représentation nationale au sein de la commission mixte paritaire qui a accompagné de manière, je crois, très intelligente et très efficace la volonté d'un objectif partagé et intangible de réduire nos déficits publics. Merci encore, Monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Philippe Marini, rapporteur général de la Commission des Finances. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, voici venu le 4e collectif budgétaire de l'année. Grâce à ces lois de finances rectificatives, nous avons accompagné le contexte économique. Au début de l'année, il s'agissait de sortir de la crise financière. Cela nécessitait de prendre des mesures exceptionnelles pour tâcher de compenser la perte du produit intérieur brut potentiel induite par la crise. Et ce fut la loi de finances rectificative permettant le financement des investissements d'avenir. Puis, la zone euro a été rattrapée par d'autres turbulences, et ce fut la crise des dettes souveraines. Dès lors, on a demandé au Parlement de souscrire aux mesures spécifiques pour la Grèce, puis de souscrire à l'élaboration d'un mécanisme européen de stabilisation. À présent, nous allons pouvoir faire le point quasi définitif de la situation budgétaire de la France en cette fin d'année. Ce point s'inscrit bien toujours dans le contexte de la crise de la dette souveraine. Certes, nous n'avons pas ici de dispositions spécifiques en faveur de l'Irlande,
mais la situation de ce pays est dans tous les esprits, de la même façon que la situation de la Grèce et ses conséquences sur la zone euro avaient occupé une bonne part de nos débats au premier trimestre de 2010. Il me semble, mes chers collègues, que nous sommes fondés à nous poser une première question, une vraie question. Les pays de la zone euro croient-ils encore dans la zone euro? Cette question est directement liée à la mise en œuvre du dispositif que nous avons approuvé en juin et liée surtout aux conditions que les pays de la zone euro vont poser à l'Irlande pour prix de son renflouement. Il y a, mes chers collègues, et je pèse mes mots, quelque chose d'affolant à constater d'un côté la mise sous tutelle économique et financière d'un État souverain. Car lorsque l'on se reporte au plan irlandais, c'est bien de cela qu'il s'agit. Ce pays met entre parenthèses quelque temps sa pleine indépendance. Il y a quelque chose d'affolant à constater d'un côté cette mise sous tutelle économique et financière et de l'autre côté l'absence de raisonnement à long terme sur les dommages que provoque au sein de la zone euro l'existence de systèmes fiscaux non coopératifs. C'est à croire que les États de la zone euro ne croiraient plus vraiment dans l'avenir de la zone euro, qu'ils ont renoncé dans les faits à l'objectif de convergence des structures économiques, qu'ils se contentent de passer les obstacles les uns après les autres, en d'autres termes, de bâtir des plans susceptibles seulement de sauver les intérêts des principaux établissements financiers créanciers. En tout état de cause, Monsieur le ministre, il serait utile que l'on nous dise quand votre collègue chargé de l'économie sera en mesure d'accorder la garantie de la France au Fonds européen de stabilité financière. Quand et comment sera mise en œuvre la procédure d'information des commissions des finances du Parlement prévue à l'article 3 de la loi de finances rectificative de juin 2010. Et permettez-moi de le redire, renflouer avec l'argent de la zone euro un pays à qui on ne demande même pas de prendre le minimum d'engagement pour sortir du dumping fiscal, ceci pose une question vraiment fondamentale. Maintenant, en revenant de notre côté du Channel, le déficit de l'État ne peut que susciter encore beaucoup d'inquiétudes. Il est supérieur de 27,5% à la prévision de la loi de finances initiale de 2010, de 8,5% par rapport à l'exécution de 2009. Et nous ne pouvons qu'être sensibilisés, nous aussi, à la nécessité d'inspirer confiance aux analystes et aux marchés. À cet égard, en cette période où la sphère budgétaire et la sphère financière s'interpénètrent, on peut considérer que l'approche française d'une régulation stricte constitue pour notre système financier un vrai atout et protège nos finances publiques du risque de devoir renflouer à nouveau ce système financier. Il est clair que grâce au choix que nous avons fait ensemble, Monsieur le Ministre, Parlement et gouvernement, notre pays n'est pas menacé par un scénario à l'irlandaise. Maintenant, permettez-moi d'en venir à la loi de finances rectificative en elle-même. Par définition, une loi de finances rectificative rectifie des insuffisances. En matière fiscale,
c'est un exercice dans la continuité des années précédentes et nous trouvons ici beaucoup de choses diverses. Alors nous sommes habitués aux expressions utilisées en la matière. Troisième partie de la loi de finances de l'année à venir, session de rattrapage, inventaire à la Prévert. Et c'est vrai, dans ces articles fiscaux, on mêle les choses importantes à l'accessoire. Nous allons traiter du régime fiscal des chiens de traîneau, de celui des vendeurs colporteurs de presse. Mais nous allons aussi aborder des sujets significatifs tels que l'aménagement du régime des sociétés de personnes, la conjugaison à donner aux notions de transparence et de translucidité fiscale des sociétés de personnes, mais aussi, et le ministre y a fait allusion, nous allons simplifier et renforcer le régime des taxes locales d'urbanisme. Dans le domaine des dépenses, il va falloir corriger. La loi de finances rectificative rectifie. Qu'est-ce qu'elle rectifie? Elle rectifie les sous-dotations et les dérapages. Certes, les ouvertures de crédit attestent, Monsieur le ministre, vous le savez mieux que nous, une hausse significative des dépenses d'intervention à caractère social de l'État. Partiellement, mais partiellement seulement, imputables à la crise, et ces ouvertures de crédit sanctionnent la persistance de sous-budgétisation de loi de finances initiale à loi de finances initiale. Quelques exemples, cher Monsieur le Président. Les ouvertures en faveur de la politique de l'emploi, 1,3 milliard d'euros, notamment en faveur des contrats aidés. Nous ne mettons naturellement pas en cause les mesures prises. Simplement, nous observons que les calculs du début d'année étaient quelque peu optimistes, tant en nombre qu'en mode de calcul. Et nous observons en ce domaine un important dérapage. Nous observons aussi qu'en exécution, il ne semble pas vraiment, c'est une litote, que l'engagement des dépenses ait été fait dans le souci quotidien et permanent de tenir compte des disponibilités budgétaires. Second exemple, l'allocation d'adultes handicapés, plus 319 millions d'euros, dont nos excellents rapporteurs spéciaux ont, de façon récurrente, dénoncé le caractère habituellement sous-budgété. Troisième exemple, les aides au logement, les dépenses d'hébergement d'urgence, plus 275 millions d'euros, déjà abondés par décret d'avance, et une fois encore, nous ne cessons de le dire, sans lassitude, régulièrement sous-évalués en loi de finances initiale. La fameuse aide médicale d'État, les bourses étudiantes, la prise en charge des demandeurs d'asile, autant de rubriques que nous considérons habituellement comme insuffisamment dotées en loi de finances initiale, autant de répétitions sans surprise dans la bouche de nos rapporteurs spéciaux. Hors dépenses à caractère social, nous observons aussi des ouvertures permettant de faire face à des pénalités communautaires dans le domaine agricole, 83 millions d'euros. En d'autres termes, on a alloué des aides hors du droit communautaire et on est sanctionné pour cela. Des dotations destinées à compléter le financement des OPEX. Là encore, c'est une chronique annuelle, plus 387 millions d'euros. Dotation visant à assurer la dette de l'État vis-à-vis du Crédit foncier de France, au titre des primes d'épargne logement, 83 millions d'euros. Et d'ailleurs, il n'y a rien à reprocher à cette écriture qui se conforme aux recommandations formulées cette année par notre excellent rapporteur spécial, notre collègue Jean-Pierre Fourcade. On peut ajouter à tout cela l'opportune souplesse
consistant à relever le plafond d'emploi du ministère de l'Éducation nationale pour, naturellement, se mettre en situation de le respecter en exécution. Si l'on modifie le plafond, on a plus de chances de se tenir dedans. Monsieur le ministre, tout cela, vous le savez. Comme vous savez que, face aux dépenses que j'ai caractérisées et qui seront récurrentes, nous avons certes quelques bonnes surprises du côté des recettes, mais ces bonnes surprises sont de nature exceptionnelle et non récurrente. Et je voudrais en dire quelques mots. Nous constatons, en sommes heureux, une diminution de la charge de la dette, diminution de 2,2 milliards d'euros par rapport à la prévision révisée qui nous a été faite. Ceci provient de deux choses, le maintien à un niveau très bas des taux d'intérêt et d'autre part l'extrême technicité, professionnalisme et ingéniosité de l'agence France Trésor, qui, grâce en particulier à la pratique de l'assimilation et à l'utilisation opportune du marché, a été en mesure de redéployer un assez grand nombre de lignes, ce qui se traduit par des économies budgétaires. Mais ces marges positives exceptionnelles financent, nous le savons, des dépenses d'intervention et de fonctionnement qui, elles, n'ont pas le même caractère exceptionnel. Nous observons aussi un effet d'aubaine dont on peut se réjouir en ce qui concerne les prélèvements sur recettes. Cela porte sur 1,2 milliard d'euros, 566 millions d'euros en ce qui concerne la contribution à l'Union européenne. C'est le mode de calcul qui est un peu plus favorable. Et 646 millions d'euros de réduction du prélèvement sur ressources en faveur des collectivités territoriales en raison d'une baisse du fonds de compensation de la TVA. Et ce ne sont que des opportunités momentanées. Nous observons aussi, nous nous en réjouissons, une forte hausse des recettes non fiscales sous l'effet de facteurs exceptionnels. Nous prélevons, et c'est tant mieux, 1 milliard de plus sur la Caisse des dépôts et nous bénéficions de dividendes supplémentaires de grandes sociétés du secteur public pour 700 millions d'euros. Il est tout à fait clair, mes chers collègues, que la dépense à l'avenir devra être mieux calibrée pour que l'on puisse escompter, respecter la trajectoire des finances publiques, la trajectoire de la consolidation budgétaire. La maîtrise des dépenses, Monsieur le ministre, c'est la pierre angulaire de la politique d'ajustement budgétaire. Les dérapages des dépenses ne doivent jamais être pris à la légère. Ils affectent notre capacité à respecter nos engagements de solde et le retour à l'équilibre primaire. Ces dérapages illustrent la nécessité d'aller plus loin que les déclarations de principe en matière de réformes structurelles et de multiplier les actions concrètes permettant de peser sur la dépense. Et j'achèverai mon propos, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, par une brève réflexion sur la norme de dépense et donc sur la sincérité. La norme de dépense est exigeante. Elle doit être appliquée de façon pérenne et sincère. Je rappelle que la norme zéro volume fait l'objet de quelques raffinements. Elle continue d'être l'objectif global, mais elle est complétée par une autre règle selon laquelle les dépenses hors dette et pensions doivent être stables en valeur. Nous allons donc devoir nous diriger dans un tunnel entre zéro volume et zéro valeur. L'idée est à présent, et c'est une bonne chose, que les économies de constatation ne puissent plus être recyclées en dépenses nouvelles, ce que l'on voit s'opérer, espérons-le pour la dernière fois,
dans le présent collectif. Le respect des nouvelles normes, le respect du tunnel, à compter de 2011, imposera de réelles contraintes nouvelles. D'ailleurs, je me suis livré à de petits calculs pour vous le montrer. Si l'on avait appliqué à la loi de finances initiale pour 2010 les principes que l'on annonce pour 2011, il aurait fallu arbitrer les dépenses du budget général 3,9 milliards d'euros au-dessous de ce que le gouvernement nous a proposé à l'époque. Si l'on devait appliquer aujourd'hui à ce collectif budgétaire les nouvelles règles, zéro volume, zéro valeur, les crédits qui nous sont soumis devraient être inférieurs de 5,6 milliards d'euros au niveau cumulé des ouvertures pratiquées en loi de finances initiale et par les différents collectifs de l'année, hors plan de relance, hors réforme de la taxe professionnelle et hors financement par le grand emprunt. Une source d'inquiétude, permettez-moi de l'évoquer en conclusion, Monsieur le Ministre, c'est la multiplication des dispositifs de contournement de la norme de dépenses. Je sais que vous y êtes particulièrement vigilant et que le ministre du Budget doit souvent être dans une position un peu solitaire pour faire respecter de telles disciplines. La nouvelle règle a été conçue pour imposer des contraintes supplémentaires aux gestionnaires de crédit. Donc, il y a une multitude de tentations. Par exemple, l'article 40 de ce collectif dont nous allons discuter met en place pour apporter notre quote-part, cher Jacques Gauthier, au financement du programme A400M, un dispositif que je qualifierais de complexe et ambigu pour financer des opérations qui, à vrai dire, relèveraient plus naturellement des crédits de la mission défense. De la même façon, l'article 43 transfère à un compte d'affectation spéciale, donc hors de la norme de dépenses, le financement de parts en capital dans les banques internationales de développement. L'article 33 affecte directement à des organismes sociaux certaines recettes afin de rembourser des dettes de l'État à l'égard de la sécurité sociale. Ainsi, on évite la case budget général et donc de se conformer à la norme de dépenses. Les dispositions de ce projet de loi de finances rectificative s'ajoutent à d'autres figurant dans la loi de finances pour 2011 et qui sont de même nature. Elles s'ajoutent aussi à l'incidence du mode de financement des investissements d'avenir, dont l'impact budgétaire a été entièrement pris en compte en 2010, il faut le dire, il faut le reconnaître, alors même qu'il va majorer de plusieurs milliards d'euros les dépenses d'opérateurs de l'État dans les années à venir, évitant ainsi aux différents ministères de devoir leur verser des subventions. Lors de l'examen du dernier projet de décret d'avance, Monsieur le Ministre, la Commission des finances a tenu à exprimer son avis favorable, tout en vous faisant part solennellement de ses inquiétudes. Et c'est dans le même esprit que nous regardons le projet de loi de finances rectificative. Il y a beaucoup de points de fuite, en quelque sorte. Et face à la menace que cela représente pour la maîtrise des finances publiques, il convient de se demander si les dispositifs de provision ou de précaution mis en place ces dernières années pour faire face à des dépenses imprévues ne sont pas complètement dépassés. C'est une question que nous nous permettons de poser. Il convient aussi, à notre sens, de rénover les outils de maîtrise pendant l'exercice budgétaire des dépenses de l'État. C'est l'une des clés de réussite de la convergence budgétaire. En d'autres termes, nous sommes demandeurs d'encore plus de contrôle de gestion dans l'exécution des crédits au fur et à mesure de l'exercice budgétaire. Face à l'importance de l'enjeu, l'heure n'est certainement plus, pour personne, au double langage qui consiste à proclamer la rigueur en évitant de la mettre en œuvre. L'heure, c'est celle de la cohérence. Et c'est bien ainsi, Monsieur le Ministre, que j'ai compris les propos que vient de tenir
le Premier ministre François Fillon hier devant sa majorité parlementaire. Engageons donc, mes chers collègues, sans complaisance, mais de manière constructive, naturellement, l'examen de ce dernier texte financier de l'année, toujours révélateur de nos ambiguïtés comme de nos espoirs. Merci de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur général. La parole est à madame Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour avis de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication s'est saisie pour avis du projet de loi de finances rectificative pour 2010 en vue, d'une part, de soutenir certaines dispositions adoptées par nos collègues députés et, d'autre part, pour vous proposer quelques amendements dans le domaine de la culture. Je tiens tout d'abord à attirer votre attention sur les modalités d'application aux salles de cinéma de l'article 17 du PLFR sur la réforme de l'évaluation des valeurs locatives. En effet, il serait souhaitable de prendre en compte les spécificités de ces locaux à caractère monovalent et à faible commercialité à cette occasion. Cette spécificité a d'ailleurs été prise en compte, je vous le rappelle, dans la loi sur l'équipement numérique des établissements cinématographiques que nous avons adoptée en septembre dernier et qui rend obligatoire le recours aux usages en vigueur dans l'exploitation cinématographique pour l'évaluation des loyers. Or, au 1er janvier 2012, le marché locatif des salles de cinéma n'aura pas encore pu pleinement bénéficier de ces nouvelles dispositions protectrices. Il conviendrait que les bases locatives retenues tiennent compte de cette volonté du législateur d'encadrer les loyers des salles de cinéma. Par ailleurs, notre commission soutient les articles adoptés par l'Assemblée nationale et relevant de son champ de compétences. Je citerai notamment l'article 12 ter, qui aménage les conditions ouvrant droit au crédit d'impôt relatif à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, en permettant la prise en compte des différents modes de rémunération des auteurs. Ainsi, le choix du type de rémunération des auteurs par les producteurs ne sera plus orienté artificiellement. Je vous rappelle qu'à l'initiative de notre commission, le Sénat avait adopté cette mesure dans le PLFR de décembre 2009, mais à l'époque, la CMP ne l'avait finalement pas retenue. Nous nous réjouissons donc que nos collègues députés soient désormais convaincus de son bien-fondé et nous sommes persuadés que nous pourrons rallier aussi nos collègues les plus sceptiques de la Commission des finances. L'article 32 bis, enfin, il modifie le calcul de la taxe prévue à l'article 302 bis KA sur les régies publicitaires de télévision afin de prendre en compte la situation particulière des chaînes d'information. L'article 35, il étend au département d'outre-mer des dispositifs de soutien automatique à l'industrie cinématographique grâce à l'application à ces territoires de la taxe spéciale additionnelle à laquelle ils ne sont pas assujettis aujourd'hui. Je vous rappelle que cette taxe alimente le compte de soutien qui est géré par le CNC. Ainsi, les salles des DOM pourront désormais, elles aussi, bénéficier notamment des aides à la numérisation. Enfin, l'article 44 met en cohérence le régime de reclassement des maîtres de conférences des établissements d'enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l'Agriculture sur celui prévu pour les enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur. Un dernier point, notre commission vous proposera d'adopter 3 amendements. Le premier qui vise à conforter l'attractivité du crédit d'impôt en faveur de la production internationale de films. Il s'agit d'une disposition purement technique, sans impact financier, d'aménagement tout simplement de la procédure d'agrément des œuvres pour l'obtention du crédit d'impôt international. Le deuxième amendement tend à relever le plafond du crédit d'impôt cinéma pour le porter de 1 à 4 millions d'euros, à l'instar du crédit d'impôt international et des montants proposés dans d'autres pays européens. Il s'agirait en effet d'éviter la délocalisation de quelques grosses productions françaises, ce qui est le cas malheureusement aujourd'hui. Enfin, un dernier amendement qui vise à simplifier le circuit de déclaration et de paiement de la taxe sur les spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique et ainsi de diminuer le coût de sa gestion. Voilà, mes chers collègues, je vous remercie de votre attention.
Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Marie-France Beaufils pour le groupe CRC-SPG pour 9 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, les collectifs de fin d'année ont souvent l'apparence, je vais utiliser un mot plus important que d'habitude, de camion-balai, qui en ramassant les dispositions législatives isolées s'emplissent d'articles hétéroclites dont le fil conducteur n'est que leur incidence financière. Ce texte n'échappe pas totalement à cette impression, d'autant qu'il est passé entre le texte initial et celui que nous allons examiner de 43 à 74 articles et que la discussion peut en ajouter encore quelques autres. Premier constat, une légère amélioration du solde budgétaire global puisque nous passons de 152 milliards de déficit à 149,7 milliards d'euros. Cette amélioration du solde budgétaire global ne doit rien à la réalité de l'activité économique et des recettes pouvant en découler. La croissance attendue au terme de l'année 2010 risque en effet de rester inférieure à 2 points et cela impacte notamment les recettes fiscales de TVA net et de TIPP. L'élan de la consommation n'est pas assez fort pour porter très haut ces recettes. Le seul pan de la fiscalité où la progression des recettes peut s'observer est celui de la fiscalité du patrimoine. On pourrait comprendre par conséquent la subite attention exprimée par le Président de la République pour le sujet. Mais avant ce débat de 2011 que nous devrions avoir, constatons que les recettes de l'impôt de solidarité sur la fortune, pourtant victimes des niches fiscales qui en affectent le rendement, progressent de 253 millions d'euros sur les prévisions les plus optimistes. Quant aux droits de mutation à titre onéreux ou gratuit, ils progressent de près de 400 millions d'euros. Le bon rendement de ces impositions montre clairement que les valeurs sûres de l'immobilier se portent fort bien et que la situation n'est pas plus mauvaise pour les placements mobiliers. La sortie de la crise, si tant est qu'elle fût vraie, n'aura pas attendu 2011 pour quelques propriétaires immobiliers et quelques contribuables. La situation des comptes publics est également améliorée par la baisse des dépenses liées à l'application du droit fiscal. Comme les produits de TVA brut sont moins forts, nous avons aussi moins de TVA déductible à imputer sur ce montant. La même remarque vaut d'ailleurs pour l'impôt sur le revenu, dont le rendement a d'ailleurs connu une inflexion à la baisse. On dit qu'elle serait due à la moindre progression des rémunérations des salariés, la modération salariale mise en œuvre par l'État, imitée par le patronat du secteur privé, et la mise en cause du pouvoir d'achat des retraites créent en effet toutes les conditions pour faire stagner le produit de l'impôt sur le revenu. D'autres facteurs interviennent dans la réduction observée dans cette loi de finances rectificative du déficit budgétaire. Cette année, on constate ainsi une réduction de la contribution de la France au budget de l'Union européenne, réduction imputable à l'ajustement du prélèvement communautaire au montant des recettes de TVA, autant qu'au remboursement de versements indus les années précédentes. Mais nous avons aussi une réduction des prélèvements en direction des collectivités locales, avec une baisse loin d'être faible du fonds de compensation de la valeur ajoutée, qui explique peut-être d'ailleurs la facilité avec laquelle l'État accepte en loi de finances initiale 2011 de retirer le fonds de compensation de la TVA de l'enveloppe normée. Une baisse que l'on peut imputer à l'anticipation des versements intervenus dans le cadre du plan de relance, mais aussi à la contraction des dépenses d'équipement des collectivités territoriales observées donc dans le rapport qui a été présenté par le CFL. Nous ne pouvons évidemment nous satisfaire d'une telle situation puisque la baisse du prélèvement sur recettes qui en découle signifie que l'effort d'équipement des collectivités s'est réduit et avec lui l'activité économique elle-même, singulièrement dans les domaines du bâtiment et des travaux publics. Ces difficultés proviennent aussi, faut-il le dire, des limites de participation de l'État dans certains projets structurants répondant aux besoins collectifs. N'est-on pas à la veille de confier au seul montage public-privé les travaux de construction et de rénovation des stades que notre pays proposera aux équipes qualifiées pour l'Euro 2016 de football? N'engage-t-on pas l'avenir des projets de nouvelles lignes TGV en renchérissant via les partenariats publics-privés
les coûts des trajets avec le risque d'une perte de la progression du nombre d'usagers en pleine contradiction avec le Grenelle. Ou bien encore, il semble aussi que nous ne soyons qu'au début des difficultés pour d'autres chantiers de transport collectif. La réalisation, par exemple, d'un équipement comme la tangentielle Nord, qui doit à terme relier Sartrouville à Noisy-le-Sec, devra se contenter d'un parcours plus bref entre Épinay-sur-Seine et Le Bourget. Les articles dont nous allons débattre dans ce texte sur la mise en œuvre de la restructuration de la région capitale montrent ainsi qu'en l'absence de consensus sur les objectifs poursuivis, nous sommes aussi sans doute loin d'un consensus sur les financements mobilisés. La maîtrise des dépenses publiques, pierre angulaire des politiques menées depuis 2002, trouve d'ailleurs d'autres illustrations dans le cadre de ce collectif budgétaire, et notamment avec les annulations de crédits désormais rituelles et les ouvertures le plus souvent rendues inévitables de par l'insuffisance d'évaluation de certaines dépenses dans les lois de finances initiales ou rectificatives d'ores et déjà votées. Le rapporteur général vient d'en dire quelques mots. Il demeure sur certaines dépenses d'action sociale, sur les aides personnelles au logement, entre autres exemples, des cas typiques et récurrents de sous-évaluation qui appellent des révisions à la hausse et qui, sur le terrain, posent de véritables problèmes. Ceci dit, outre cette cuisine budgétaire, je ne peux manquer d'évoquer avec un intérêt particulier la participation de notre pays aux errements de la construction européenne. Le projet de loi nous indique que la gestion active de la dette a permis de réduire de 2,2 milliards d'euros le coût du service de cette dette en cette année 2010 et s'en félicite. Chacun appréciera ce que représente cette économie au regard des 1 500 milliards d'euros de la dette publique. Rappelons-nous que la raison profonde de cet allègement du service de la dette provient aussi de ce que l'on appelle la qualité de la dette publique française. Devant l'aggravation des difficultés de la Grèce ou de l'Irlande, sans compter l'Italie ou le Portugal et l'Espagne, la dette publique française est en effet devenue, plus encore qu'auparavant, un bon produit offrant sécurité et rentabilité à l'investisseur. De fait, France Trésor a pu adjuger certains lots de la dette publique à des conditions plus favorables que prévues, singulièrement sur les titres de court terme. Conséquence cependant de ce dispositif, la part de la dette publique française contrôlée par les non-résidents s'est encore accrue, dépassant désormais les 70% et mettant un peu plus nos politiques économiques sous la pression des desiderata des marchés financiers. Mais comme les choses sont liées, les 2,2 milliards d'euros que nous avons ainsi retrouvés sur la gestion active de la dette et la qualité des émissions et des adjudications peuvent être mis en regard des 1 925 millions que notre pays va ajouter au concours déjà apporté au plan grec. Un concours que la France apporte pour sauver les banques de leurs créances douteuses, mais qui va aussi de pair avec un plan d'austérité imposé par la Commission européenne. Je me permets d'ailleurs d'apporter ici même le soutien des parlementaires de mon groupe aux salariés, aux jeunes et aux retraités grecs, largement mobilisés aujourd'hui dans le cadre d'une grève générale. Qui dit austérité dit ralentissement de l'activité et nous ne pouvons que nous étonner de la contagion qui touche en la matière tous les gouvernements européens. Les signes de ce ralentissement sont déjà perceptibles et la baisse des investissements locaux en constitue la première illustration patente. La logique d'austérité demeure très présente de ce texte, comme elle le fut dans le texte de la loi de finances initiale pour 2011 que nous avons combattu lors de la discussion budgétaire. Cette similitude d'orientation que nous ne partageons pas nous conduit à avoir vis-à-vis de ce collectif la même attitude que face à la loi de finances pour 2011. Il faudrait vraiment de profondes transformations pendant la discussion pour que nous puissions le voter. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Nicole Bricq pour le groupe socialiste pour 20 minutes. Ou moins. Bonjour, Monsieur le Président. Je ne vais pas parler 20 minutes, normalement. Monsieur le ministre, chers collègues, Monsieur le rapporteur général est là.
Donc cet ultime texte budgétaire de l'année intervient dans un panorama européen inquiétant. Le rapporteur général l'a souligné. La crise des finances publiques met les États européens sous contrainte. La crise des finances privées, comme en Irlande, oblige cette dernière à faire appel au dispositif de stabilisation entériné dans la présente loi de finances rectificative d'avril, je crois, 2010. Et je voudrais souligner que la Commission des finances est toujours en attente, Monsieur le ministre, d'une information des conditions de la mise en œuvre du plan d'aide à l'Irlande. Alors il y a un sommet européen les 16 et 17 décembre. Sans doute serons-nous plus éclairés, mais je voudrais quand même noter de la manière la plus courtoise possible que Madame la ministre de l'économie a été très peu présente ici au Sénat dans la phase du débat budgétaire qui va de 18 novembre à aujourd'hui. C'est dommage, à la demande du président et du rapporteur en séance, d'une information plus complète sur l'aide à l'Irlande. Elle a fait une information mais très laconique. Je crois qu'il faut vraiment y revenir à fond. C'est le droit du Parlement et je le souhaite. Notamment sur la conditionnalité, je n'en dis pas plus, je m'étais exprimée lors de la loi de finances concernant la fiscalité notamment. Alors l'économie française se remet très lentement du choc de 2008. La production industrielle ne devrait retrouver son niveau d'avant-crise qu'en 2013 et l'industrie a payé le prix fort, très fort, en termes d'emplois perdus, emplois qu'elle ne retrouvera pas. Nos finances publiques accuseront un déficit de 148,5 milliards en légère baisse par rapport à la dernière loi de finances rectificative qui était à hauteur de 152 milliards. Mais cette baisse est relative car elle repose sur l'adoption de mesures discrétionnaires et en réalité, elle cache une révision à la baisse de la prévision initiale du produit des principales recettes. En effet, la CDC, la Caisse de dépôt et consignation, fait l'objet de prélèvements supplémentaires à hauteur d'1 milliard d'euros, dont l'essentiel porte sur les fonds d'épargne, ce qui est une mauvaise manière pour qu'elle puisse reconstituer les fonds propres qui ont été mis à mal par le choc de 2008. À cela s'ajoute une révision à la hausse des dividendes versés par la société de prise de participation de l'État. Bref, ce surplus de recettes non fiscales cache la baisse du produit des recettes fiscales, dû principalement, et là je veux insister, à un coût des dépenses fiscales plus élevé que prévu, grevant l'impôt sur le revenu. Le surcoût s'établit à 1,8 milliard, c'est énorme, et les rentrées d'impôt sur les sociétés ne sont pas celles espérées. Le produit de la TVA est revu à la baisse, mais il est vrai, et là le rapporteur général du budget l'a souligné en commission, que cette baisse de la TVA, c'est un paradoxe, est compensée par les impositions du patrimoine. Et donc je veux dire à tout le monde que heureusement que nous avons les revenus du patrimoine pour compenser la baisse de la TVA. Et je le souligne au moment où il est question de revoir la fiscalité du patrimoine. Le gouvernement fera bien d'y regarder à deux fois. Vous avez dit, monsieur le rapporteur général en commission, que c'était les seuls revenus du patrimoine qui étaient dynamiques. Je reprends votre terme. Donc il faudra bien y réfléchir l'année prochaine. Les économies sur la charge de la dette de 2,2 milliards contribuent elles aussi à l'amélioration du solde, mais nous le savons tous, mes chers collègues, cela ne durera pas. Et en 2013, la France devrait être en Europe le premier émetteur de dette et tout le monde s'attend à une remontée des taux. Les recettes, donc, j'en conclus que les recettes de l'État ne sont pas protégées et surtout, ça n'a pas été souligné, ça je veux le faire, elles n'ont pas l'élasticité espérée. Je rappelle que la loi de programmation des finances publiques mise sur une croissance à 2%, ce qui est exagérément optimiste, nous l'avons dit et redit, et ajuste les recettes à cette hypothèse. Et je viens de rappeler qu'en 2010, malgré une croissance attendue de 1,6, 1,7 à la fin de l'année, il n'y a pas eu
le surcroît des recettes affichées en loi de finances initiale. Tout cela signifie clairement que la trajectoire transmise à Bruxelles, d'ores et déjà, ne sera pas respectée dès 2011. Et si nous le voyons, les parlementaires, je pense que les marchés financiers le voient aussi bien que nous, les analystes décortiquent non seulement les lois de finances initiales, mais l'exécution de ces lois de finances. Alors évidemment, la raison en est simple. Un système fiscal inchangé, et moi je le qualifie de passoire, grevé d'exonération, je ne reviens pas sur la baisse de la TVA dans la restauration de 3 milliards, mais multiples et nombreuses les niches, et depuis une dizaine d'années qui ne font que galoper, il ne faut pas s'étonner du fait que les recettes, eh bien, même avec un surcroît de croissance, sont quand même beaucoup plus faibles que celles qui étaient inscrites en loi de finances initiale. Ou alors, ça veut dire que la loi de finances initiale n'était pas sincère, ce qui est possible aussi. Les deux sont possibles. Et les dépenses, quant à elles, ça a été souligné, sont sous-évaluées. J'en veux pour preuve, et je le rappelle, puisqu'on l'a dénoncé tous en loi de finances initiale, le décret d'avance que le gouvernement a demandé au Parlement afin d'ouvrir les crédits de personnel au bénéfice de 8 ministères à hauteur de près d'1 milliard d'euros. Alors, cela veut dire aussi, il faut traduire cela pour ceux qui liront les débats et ceux qui peuvent les écouter. Ça relève un fait, c'est que la mesure claironnée d'économie attendue sur la suppression d'un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite, qui devait rapporter 500 millions par an, eh bien, elle ne les rapporte pas, pour la bonne raison qu'ils ne partent plus en retraite. Et le syndrome de la réforme des retraites va peser de plus en plus, et que les mesures de compensation qui avaient été négociées légitimement avec les organisations syndicales, eh bien, elles continuent à peser. Donc, les économies de 500 millions, il faut faire... Voilà, il faut considérer que si elles arrivent à rendre 100 millions, et en contrepartie, on a une perte de services publics, que ce soit au niveau local comme au niveau national. Alors, ça nuit aussi à la crédibilité de la trajectoire triennale qui a été présentée à Bruxelles. Enfin, et ça c'est quand même important pour nous sénateurs, les travaux de l'Assemblée nous ont révélé que le coût de la suppression de la taxe professionnelle pourrait être du double que celui qui avait été estimé par le gouvernement. Cela relativise la déclaration récente de Madame Parisot, présidente du MEDEF, qui considère, elle dénonce comme considérable, ce sont ses termes, en 2011, les prélèvements obligatoires sur les entreprises. Et je pense que Madame Parisot ne sait pas compter. Parce que si on regarde les niches sur l'impôt sur les sociétés, le souffle soi-disant apporté aux entreprises par la disparition de la taxe professionnelle, le fait que la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée, comme la contribution foncière, dès leur naissance, sont mitées, elles aussi, d'exonération, on n'a rien réformé sur le fond, eh bien, ça relativise complètement les déclarations de la présidente du MEDEF. D'autant que le rapporteur général de l'Assemblée a qualifié la suppression de la taxe professionnelle d'allègement historique, ce sont ses termes, dans son rapport écrit, la pression fiscale des entreprises, elle est comparable, ça je le dis pour que Mme Parisot l'entende, même si ma voix porte peu au-delà de cet hémicycle, mais vous le répéterez, eh bien la baisse de la taxe professionnelle historique, comme la qualifie notre collègue Carrez, elle est comparable à celle des baisses cumulées de l'impôt sur les sociétés adoptées entre 2000 et 2009. Vous pouvez vous conférer à son rapport écrit. Alors j'en finis avec les considérations générales. Et il faut souligner que l'examen de 3 lois de finances en l'espace de 2 mois à peine prive le Parlement du temps d'examen nécessaire et du recul pour apprécier vraiment l'évolution entre prévision et exécution, quand il faut jongler entre loi de finances initiale, loi de finances rectificative, comme ça a été le cas avec l'article 15 relatif au financement du Grand Paris.
Et j'en viens donc à la loi de finances rectificative elle-même. Elle est traditionnellement un véhicule balai. Nous avons droit, comme à l'habitude, à de multiples dispositions, mais aussi à 3 réformes d'importance qui auraient dû faire l'objet de projets de loi spécifiques. La réforme des sociétés de personnes, le plan d'épargne logement et la refonte des taxes d'urbanisme. Et notamment la dernière, puisqu'on passe de 6 taxes à 2 taxes et elle impacte directement les collectivités locales, elle aurait mérité au Sénat de faire l'objet d'un projet de loi spécifique. Parce que franchement, nous n'avons pas le temps d'y regarder de plus près. Donc je consacrerai les minutes qui me restent à quelques développements concernant les collectivités locales. Le premier développement concerne précisément cet article 15, le financement du Grand Paris, que le rapporteur général a réservé à demain matin, et nous le comprenons dans la mesure où il doit tenir compte du compromis, mauvais compromis, mais on en reparlera, à mes yeux, du mauvais compromis. Non, oui, mais il n'est pas bon celui-là, réalisé par la majorité en CMP sur la loi de finances pour 2011. Mais justement, je voudrais quand même rappeler, à propos du Grand Paris, les engagements et du gouvernement et du président de la République. Parce que cette loi de finances rectificative, dans son article 15, relativise complètement les déclarations qui avaient été faites. La Société du Grand Paris devait être dotée de 4 milliards gagés sur le remboursement des prêts consentis aux constructeurs automobiles. Déjà, ils n'ont remboursé que 2 milliards, mais ils peuvent encore le faire, l'échéance n'est pas finie. Et on nous explique ici, le gouvernement explique que cette dotation sera mobilisée par l'État au fur et à mesure du projet. Et comme la Société du Grand Paris, au terme de la loi de programmation des finances publiques, ne pourra pas emprunter au-delà d'1 an, cela veut dire qu'elle n'aura ni le loisir d'emprunter au-delà d'1 an, ni d'être dotée par l'État avant 3 ans. On est donc très loin de l'annonce du président de la République le 29 avril de cette année, ce n'est pas si vieux, qui prévoyait le début des travaux pour 2012. Lors du débat sur cette loi Grand Paris, nous n'avons pas arrêté, nous, opposition, de dire que ce projet était irréaliste et fumeux. Alors, on ne renie rien de ce qu'on a dit. On verra ce qu'il en sera à l'issue des 2 débats publics engagés sur le projet du Conseil régional d'Île-de-France et sur le projet de l'État. N'injurions pas l'avenir, il peut là aussi y avoir des bons compromis sur le financement, mais je relève que les recettes fiscales qui étaient prévues par la mission Carrez étaient dans une première phase clairement affectées aux priorités régionales. L'article 16 modifie le zonage sur lequel repose le versement transport en Île-de-France. Monsieur le ministre, la proposition de l'Assemblée nationale nous apparaît bien meilleure que celle initiale du gouvernement, mais avec un défaut, c'est que, contrairement à la mission Carrez, aucune augmentation des taux n'est prévue. L'article 16 bis augmente le versement transport pour les communes et EPCI dont la population est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants. C'est la version Assemblée nationale. Le gouvernement ne s'y est pas opposé. Nous nous en félicitons car c'est l'amendement que nous avions défendu au nom de notre collègue, notamment Ries, président du GART, en loi de finances initiale, qui avait été rejeté ici, mais s'il est accepté, tant mieux. Nous souhaitons donc que cette version soit adoptée. Il est en effet fondamental de trouver des recettes pour financer les transports urbains. La mission Carrez de 2009 avait le mérite d'en recenser pour l'Île-de-France. Certains financements sont sollicités dans ce texte. Et je voudrais rappeler qu'il avait fait aussi appel à l'écotaxe poids lourds. Et l'article 20 de ce projet de loi de finances rectificative se contente d'assurer la sécurité juridique du dispositif adopté dans la loi du 3 août 2009, mais en revanche, Monsieur le ministre, sa mise en œuvre demeure floue. Les professionnels parlent de 2013. L'ancien ministre des Transports avait parlé de 2012. Et je vois que le projet de loi de finances rectificative fait référence à 2012.
Mais quelle est la vérité? Nous ne le savons pas. Je voudrais quand même rappeler que l'écotaxe en Allemagne, qui avait fait l'objet de mise en œuvre assez difficile, eh bien, quand vous regardez le produit de cette écotaxe en 2009, elle a été de 4,4 milliards, ce qui n'est pas rien, et ce qui permet du reste à l'Allemagne de rénover son réseau routier qui ne l'avait pas été depuis la guerre. Alors il est vrai que la fourchette de la taxe allemande est conséquente, même si la nôtre ne devrait rapporter qu'1 milliard, c'est ce qui est prévu dans les estimations. Il serait bien utile au transport urbain, en Île-de-France comme ailleurs. Et je voudrais que ce flou soit levé sur la date d'application. Je sais bien que 2012 est une année délicate puisque nous avons une élection cardinale, mais il faudra bien lever le mystère sur cette taxe poids lourds et je crois que nos finances ne peuvent pas s'en priver, surtout pour aider les transports urbains. Enfin, l'article 34 propose la création d'un fonds exceptionnel de soutien de 75 millions d'euros aux départements en difficulté et une ouverture de crédits supplémentaires de 75 millions. Cette solution ponctuelle n'est évidemment pas à la hauteur des besoins des départements. Nous nous en sommes plusieurs fois expliqués ici et encore tout dernièrement lors de l'examen de notre proposition de loi le 9 décembre. Vu la modicité des sommes en jeu du FNSA, nous souhaitons que ces sommes soient ciblées sur les départements les plus en difficulté et concernant les subventions exceptionnelles qui seraient liées à la signature d'une convention entre État et département, les contreparties qui seraient exigées par l'État pourraient s'apparenter à la mise sous tutelle, ce qui n'est pas acceptable et ce qui ne sera pas accepté par les départements. Donc on repose sur un financement de 75 millions alors qu'on sait qu'il s'agit de plusieurs milliards. En définitive, le gouvernement n'a pas mis à profit le temps pour chercher à compenser dans les comptes de l'État le coût de la suppression de la taxe professionnelle. Il n'a pas davantage cherché à corriger l'injustice de la fiscalité locale reposant sur les ménages. Il ne se dote pas des moyens de sortir la tête de l'eau des conseils généraux en difficulté. L'affichage, pour conclure, Monsieur le Président, l'affichage de la loi de finances pour 2010 a vécu. Le gouvernement a cherché à gagner du temps. Eh bien, celui-ci le rattrapera. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur François Fortassin pour le groupe RDSE pour 8 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'adoption du projet de loi de finances pour 2011 n'est pas encore achevée, qu'il nous faut examiner le collectif budgétaire. Nous sommes habitués à cet exercice qui a quand même quelque chose de relativement insolite. Certains mauvais esprits diront qu'il s'agit plutôt d'une session de rattrapage, qui ne veut pas dire son nom, et d'autres préféreront voir dans ce texte l'ultime occasion pour l'amener de tenter de redresser quelque peu la barre des déficits qui deviennent abyssaux. Il y a aussi des effets relativement pervers en ce qui concerne la dette publique. Voilà un texte technique, relativement fourre-tout, le 4e du nom au cours de l'année 2010, et qui prévoit diverses dispositions d'ordre économique et financier. Au demeurant, on peut observer que les projets de loi de finances rectificatives se succèdent sans jamais prendre à bras-le-corps les véritables difficultés. Certes, mais il est évident que le vrai problème, c'est celui qui est ressenti par nos concitoyens. Et nos concitoyens ont le sentiment que ce rabot fiscal, le joli terme qui a été inventé, dans certains cas est devenu une sorte de lime à ongles et qu'il n'a pas produit les effets escomptés.
En réalité, mais je vais vous en faire immédiatement. Une loi de finances, elle doit, comme son nom l'indique, essayer d'assainir les finances. Mais elle doit avant tout partir de certains principes. Vous ne ferez pas croire à nos concitoyens que votre volonté de ne pas supprimer le bouclier fiscal est une bonne chose. C'est le symbole de l'inéquité, c'est le symbole de l'injustice. Et ce sont ceux qui souffrent, qui ont des difficultés sur le plan financier, qui ont le sentiment que l'on fait des cadeaux à ceux de nos concitoyens qui sont relativement aisés. Et si on avait mis en place le bouclier fiscal, si on avait mis en place l'abrogation du bouclier fiscal, il est évident que ceux qui en bénéficient n'auraient pas vu de façon très sensible leur niveau de vie baisser, pas plus que leur pouvoir d'achat. Et cela, tant que vous ne voudrez pas prendre en compte ces données, vous ferez du mauvais replâtrage. De la même façon, on a eu l'occasion de vous dire que nos concitoyens n'acceptent pas que les revenus du travail soient frappés fiscalement beaucoup plus que les revenus du capital ou du patrimoine. C'est quelque chose que la plupart de nos concitoyens ne conçoivent pas. Résultat, il y a une perte de confiance. Perte de confiance des élus politiques, perte de confiance du gouvernement. Et à partir de là, c'est une gageure de vouloir redresser un pays s'il n'y a pas cette notion de confiance. Et c'est ça, me semble-t-il, le domaine essentiel que nous aurions pu, au travers de cette loi rectificative, corriger. Sur le plan technique, j'ai eu l'occasion de vous le dire, on peut trouver de bons arguments, sauf que ces bons arguments ne résistent pas à une analyse politique. Et c'est la raison pour laquelle les déficits vont continuer malheureusement à s'accroître et nous, au niveau du RDSE, nous ne pouvons vous inciter qu'à donner un véritable coup de barre en direction de plus d'équité, de plus d'égalité, de façon à restaurer véritablement la confiance et les finances de ce pays. Faute de quoi, eh bien, nous aurons toujours la possibilité de dire que la France se porte un peu moins mal que l'Irlande, l'Espagne, la Grèce ou le Portugal, mais ce n'est pas avec ce type d'affirmation que l'on permettra à notre pays de sortir de la crise. Certes, la crise est là, mais elle est responsable pour un tiers de nos difficultés financières. Pour le reste, il y a des choses plus profondes que le gouvernement et sa majorité n'ont pas voulu aborder en profondeur. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, la majorité du groupe du RSE votera contre ce projet de loi de finances rectificative. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Adrien Goutheyron pour le groupe UMP pour 10 minutes. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur général, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, nous examinons donc aujourd'hui, cela a été rappelé, le 4e collectif budgétaire de l'année 2010. Et le contexte économique et financier et international, on le sait, nous oblige à beaucoup de pragmatisme et à une grande réactivité.
La croissance est de retour, mais elle est fragile et à un faible niveau. Et l'exemple de l'Irlande, mais aussi de l'Espagne, du Portugal, nous montre à quel point la nécessité d'assainir nos finances publiques est devenue prégnante. Nous devons cheminer sur la route de crête qui, entre le soutien de la croissance et de la consommation, de l'emploi, et sur l'autre versant, la nécessité de réduire notre déficit public et, à terme, notre endettement. Le collectif budgétaire de fin d'année se situe entre le plan de relance en mode gestion de crise et le rabot des niches fiscales en mode sortie de crise, c'est tout dire. La commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2011, elle s'est réunie avant-hier, a été l'illustration de la difficulté de parvenir à cet équilibre entre des logiques économiques et financières parfois contradictoires. La succession des collectifs budgétaires entraîne un affinement de nos prévisions et le montant du déficit budgétaire arrêté dans la présente loi de finances rectificative est globalement conforme aux dernières prévisions et même en légère amélioration, puisqu'il s'élèvera, comme le rapporteur général nous l'a rappelé tout à l'heure, en exécution 2010 à 149,7 milliards d'euros au lieu des 152 milliards d'euros prévus dans la dernière loi de finances rectificative. Mais si on regarde l'écart avec la prévision de la loi de finances initiale pour 2010, qui était de 117,4 milliards, cet écart est bien plus important. Mais cela tient compte des investissements d'avenir liés au grand emprunt et des prêts consacrés à la Grèce. Par ailleurs, si le collectif confirme le respect de la norme de dépenses, zéro volume, objectif fixé par l'évolution des dépenses de l'État en 2010, ce respect de la norme est dû aussi à un double effet d'aubaine sur les prélèvements sur recettes et la charge de la dette, effet très bien décrit par notre rapporteur général. Ce collectif nous montre donc que la situation demeure fragile et, bien entendu, nous devons surveiller l'évolution des taux auxquels nous empruntons. Nous profitons en quelque sorte pour le moment du détournement des investisseurs des obligations irlandaises ou, dans une moindre mesure, espagnoles, italiennes ou portugaises, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une remontée des taux, souvenons-nous-en. Pour preuve, les taux des crédits immobiliers qui remontent en cette fin d'année en France pour la première fois depuis 2 ans. Et notons qu'en Allemagne, l'émetteur, on le sait, le plus solide de la zone euro, l'Allemagne, donc, est à son tour touchée par la crise, non pas par la crise de la dette souveraine, mais elle voit remonter pour la première fois depuis de très longues années, de très longs mois, le taux de ses emprunts à 10 ans, et cette remontée les situe au-delà de la barre des 3%, alors que ces mêmes taux avaient enregistré un record historique à la baisse début novembre à 2,40%. N'oublions pas que nous sommes tributaires des évolutions du marché obligataire américain. Face à cette volatilité ambiante, les réformes doivent être solides, elles doivent être pérennes. La réforme des retraites en 2010 a été, de ce point de vue, salutaire. Le chantier de la dépendance a d'ores et déjà été annoncé et, bien entendu, nous soutiendrons les projets de réforme. Il s'agit d'un chantier difficile dans lequel nous devons nous engager avec détermination. La réforme de la dépendance, en effet, doit soulager les finances de nos départements. En attendant, même si le montant demeure faible, compte tenu de l'ampleur du problème, la mise en place d'un fonds exceptionnel de soutien en faveur des départements proposé dans le présent collectif, il est doté de 150 millions d'euros, va néanmoins dans le bon sens. Tout à l'heure, le ministre a présenté ce fonds. Il s'adressera aux départements en difficulté, proviendra pour moitié de crédits du programme concours spécifiques et administration répartis entre les départements suivant leur situation financière et pour l'autre moitié d'un prélèvement sur les réserves de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ces derniers 75 millions d'euros seront répartis entre les départements dont la proportion d'habitants de plus de 75 ans est supérieure à la moyenne nationale en fonction du revenu disponible des personnes âgées des départements concernés et de leur potentiel fiscal. La pondération de ces 3 critères sera précisée par décret, Monsieur le Ministre,
mais je souhaiterais d'ores et déjà que vous puissiez nous dire quelles seront quelques indications, du moins, sur les futures modalités de cette répartition, si du moins elles sont déjà définies. Je me félicite par ailleurs, au nom de mon groupe, de la révision tant attendue des valeurs locatives foncières. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Même si elle ne concerne pour le moment que les locaux professionnels, dans 5 départements, et de manière évidemment expérimentale. Mais le mouvement est lancé et il devrait aboutir à une entrée en vigueur en 2014. Nous attendons cela depuis longtemps. Concernant les collectivités territoriales, je rappelle que nous avons décidé de les associer en 2009 au plan de relance par le remboursement anticipé du fonds de compensation de la TVA. Ainsi, les collectivités qui s'engageaient auprès de l'État à accroître ou à maintenir leurs investissements par rapport aux 4 années précédentes pouvaient en bénéficier. Cette mesure, on le sait, avait rencontré un vif succès auprès des collectivités qui furent nombreuses à s'engager dans le plan de relance, contribuant ainsi à soutenir l'activité économique pendant la crise. Ce sont au total près de 22 000 collectivités territoriales qui ont souscrit cet engagement sur un montant d'investissement de 57 milliards d'euros. L'an dernier, le Parlement avait souhaité un assouplissement de la mesure du fait de difficultés, notamment pour les petites communes, à mandater toutes les dépenses relatives aux investissements concernés. Il avait été ainsi décidé en loi de finances que les restes à réaliser seraient pris en compte en plus des dépenses mandatées afin d'évaluer l'engagement des collectivités. Mon collègue Charles Guené présentera un amendement permettant l'application de cet assouplissement aux collectivités locales engagées dans le plan de relance en 2010. Notre groupe sera, je l'indique tout de suite, très favorable à cette mesure en faveur de nos collectivités. Nous soutiendrons également la très pertinente réforme des taxes d'urbanisme. Quant à la réforme des sociétés de personnes, nous soutiendrons la position de la Commission des finances du Sénat qui a jugé, comme l'Assemblée nationale, que les conditions d'examen quelque peu précipitées du collectif de fin d'année ne sont pas propices à l'élaboration d'une analyse pertinente et à une réforme aussi complexe et propose donc d'attendre le collectif de juin prochain sur la réforme de la fiscalité du patrimoine pour prendre une décision. La majorité, Monsieur le ministre du groupe UMP, estime également qu'il convient de mettre en conformité avec le droit communautaire les règles françaises en matière de détention et de circulation des produits de tabac, mais j'ai bien noté ce que vous avez dit tout à l'heure dans votre intervention. Dans ces conditions et pour toutes les raisons que j'ai évoquées, notre groupe votera le présent projet de loi de finances rectificative. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, Madame le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs, quelques éléments en complément de mon propos liminaire et qui permettent d'apporter des éclairages complémentaires sur les interventions des uns des autres. Je voudrais d'abord, sur l'Irlande, Monsieur le rapporteur général, puisque vous avez posé la question des modalités de soutien à l'Irlande et notamment de la garantie de l'État, rappeler que c'est un montant entre 4 et 5 milliards uniquement sur les emprunts qui seront émis par le Fonds européen de stabilité financière, soit 17,7 milliards sur les 85 milliards. Le fonds devrait émettre courant janvier, comme vous le savez, et avant cette émission, les États seront invités à engager leur garantie via un titre de garantie qui sera remis aux investisseurs, et c'est à ce moment que la ministre de l'économie, Christine Lagarde, apportera au Parlement toutes les informations conformément à ce qui est prévu par la 3e loi de finances rectificative pour 2010 et que nous avions examiné juste avant l'été. Je rappelle que le plan en faveur de l'Irlande s'inscrit dans un plan d'ajustement très rigoureux qui est préparé en toute indépendance par la Commission européenne et le FMI en lien avec la BCE. Tous les acteurs sont sur le bateau. C'est loin d'être un chèque en blanc, comme vous le savez. On ne peut pas dire qu'aucun effet, aucune contrepartie n'a été demandé à l'Irlande. Quand on voit la puissance du plan d'austérité, on peut le qualifier comme tel, et quand on voit l'addition des interrogations susceptibles de nourrir, y compris le départ d'une partie de la jeunesse irlandaise, on mesure mieux aussi la hauteur du courage de l'actuel gouvernement irlandais, même si naturellement son destin est lié à la situation budgétaire de son pays, mais on ne peut que saluer le courage et la volonté politique pour sauver l'Irlande de mettre en place des dispositifs d'une rigueur extrême. Si ça n'est pas une contrepartie, je ne sais pas ce que c'est. Alors, en revanche, il y a la question sur l'évolution de la fiscalité, notamment de la fiscalité des entreprises. Je crois qu'il faut y aller pas à pas concernant l'Irlande, étape par étape.
nous soutenons ce plan de rigueur. Je n'en vois pas de plus difficile sur la baisse des salaires des fonctionnaires, sur la suppression des postes, sur l'évolution des dépenses de protection sociale, sur la hausse de la TVA. Je pourrais vous dire que je comprends tout ce que vous dites. Je ne pourrais pas vous dire en responsabilité aujourd'hui que je les partage dans l'officialisation de ces demandes. Je veux répondre également, Monsieur le rapporteur général, brièvement sur les ouvertures de crédit et le point que vous avez mis en avant concernant les sous-budgétisations, en mettant en avant deux idées principales. Nous finançons en 2010 un dépassement de dépenses qui est très largement exceptionnel et qui est lié en grande partie à la situation économique. Il n'est pas illogique de mettre en regard une ressource, elle aussi ponctuelle, sur les charges de la dette notamment. Et ceci ne remet pas en cause la budgétisation sincère que nous avons effectuée pour le PLF 2011. S'agissant des dépenses d'intervention, nous présentons dans ce collectif plus de 3 milliards d'euros d'ouverture de crédit qui sont évidemment gagés totalement par des annulations à due concurrence. Nous respectons ainsi la norme de dépenses dans un contexte difficile, je vous remercie de l'avoir évoqué. Ces ouvertures sont exceptionnelles et conjoncturelles, près d'1,4 milliard sur le budget de l'emploi, parce qu'il était indispensable de soutenir l'activité et l'emploi des plus fragiles, sur la mission solidarité, en raison évidemment des difficultés plus grandes de retour à l'emploi des personnes handicapées qui pèsent sur la dépense AH notamment, et sur l'hébergement d'urgence ou les aides au logement qui là encore sont sensibles à les situations économiques. Votre qualité éminente de maire vous permet de mieux aborder encore cette dimension de politique de proximité et donc d'accompagnement à travers des flux budgétaires d'irrigation de politique de proximité qui impactent directement à l'égard des publics les plus fragiles. En face de ces dépassements très largement exceptionnels, nous mettons en regard une moindre dépense, elle aussi ponctuelle, sur la charge de la dette, vous l'avez souligné, et dans une moindre mesure sur les prélèvements en faveur des collectivités locales et de l'Union européenne. C'est donc, de notre point de vue, un schéma équilibré qui permet de faire face à des dépenses pour l'essentiel obligatoires sans que cela remette en cause nos engagements de maîtrise des dépenses. Concernant le caractère structurel ou reconductible de ces dépassements et leur impact sur l'année prochaine, je veux vous rassurer, les dépassements dont nous parlons en 2010 ne sont pas des surprises. Pour une très grande majorité, elles ont été anticipées, ces logiques de dépassement, et intégrées dans le PLF 2011. Nous ne cachons rien sous le tapis. Tout est sur la table, tout est transparent, et tout cela a été pris en compte dans la construction budgétaire. Quelques exemples rapides. Le budget de l'emploi, sur lequel nous faisons entre 1 milliard et 1,5 milliard d'économies l'année prochaine, reste stable en valeur. Quelle en est la raison? Tout simplement parce que nous avons tenu compte de l'impact en 2011 des dérapages constatés en 2010. La même question, d'ailleurs, avait été formulée à l'Assemblée sous la même forme et avec les mêmes termes. C'est évidemment la même réponse, ce qui montre que la question est logique, mais il me semble que la réponse est également solide. Nous faisons moins de contrats aidés l'année prochaine, car la situation économique s'améliore. Or, la dotation pour les contrats aidés augmente, elle, de 400 millions d'euros en 2011. La dotation pour l'AH est réévaluée de près de 700 millions d'euros, incluant pour moitié, bien sûr, le coût de la revalorisation annuelle et la progression anticipée des bénéficiaires. Mais surtout pour l'autre moitié, c'est une vraie remise à niveau de la dotation qui tire les conséquences des ouvertures qui sont demandées dans le cadre du présent collectif budgétaire. Je précise d'ailleurs sur ce point qu'un arbitrage a été rendu en ce sens par le président de la République lui-même, qui vise à tenir l'engagement d'augmentation à hauteur de 25% de l'AH à l'échelle de cette législature. Et de la même façon, nous tenons compte du dépassement lié au moindre départ en retraite 2009 et 2010 dans la budgétisation des crédits des personnels des différents ministères. Vous avez souligné, cher Philippe Marigny, le caractère plus contraignant ou plus vertueux de la norme de dépenses zéro valeur que l'État s'est fixée à compter de 2011. Je remercie évidemment Adrien Goutheyron également d'avoir souligné que nous respections la norme cette année et nous respecterons naturellement celle plus contraignante de l'année prochaine en zéro valeur. Voilà donc pour cette séance consacrée à l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2010. Tout de suite, preuve par 3, Michel Grossuor reçoit Rachida Dati, l'ex-garde des Sceaux. Et bien sûr, vous pouvez toujours retrouver toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur notre chaîne.